Je vais essayer de faire court, mais à la base cette partie je l'avais mis très à la fin de l'épisode et je suis pas sûr que tout le monde en serait arrivé là, donc je vais me permettre de le faire en tout début d'introduction avant qu'on lance cet épisode. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis le dernier épisode, ça me fait trop plaisir de vous avoir sur la chaîne. Je sais pas ce qui s'est passé, on a pris je crois 15 nouvelles personnes, donc entrez, mais installez-vous, n'hésitez pas, ça me fait très plaisir de vous voir ici. N'hésitez pas à vous manifester, évidemment, à nous faire un petit coucou. Et puis merci beaucoup pour tous vos retours sur cet épisode sur Yano Samrak qui était trop cool, trop encourageant, merci beaucoup, ça m'a fait hyper chaud au cœur. Je vais pas m'étendre sur le sujet mais je pense que vous comprenez le message, merci. Et puis j'ai pas compris ce qui s'est passé avec cet épisode, vraiment je crois qu'il y avait 100 vues et puis en un jour ça a pris 400 vues et genre c'est comme si YouTube avait dit allez regardez ça. Bref, je m'égare sur ce bon épisode. Salut, j'espère que ça va bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, on est le 11 mai 2023, il est 7h15 du matin et j'enregistre cet épisode finalement juste avant d'aller au travail, d'aller faire ma journée de stage, ce qui est plutôt pas mal parce que ça veut dire quand même que je commence ma journée en ayant fait quelque chose d'important dans ce que je me fixe comme priorité, à savoir essayer d'alimenter cette chaîne YouTube de manière un peu régulière et comme ça je vais pouvoir faire le montage et essayer de publier cet épisode ce week-end, donc le 13 ou 14 mai tout simplement. Non, ouais si c'est ça, le 13 ou 14. C'est dur, hein. Vraiment les additions plus 1 plus 2 c'est pas facile. Mais déjà prenons quelques secondes, peut-être une minute, quelques secondes pour savoir c'est quoi votre mood du moment, comment ça va, est-ce que vous avez passé un bon week-end du 8 mai, est-ce que potentiellement vous avez fait comme moi, à savoir poser un petit jour de congé en plus pour, je sais pas, soit avoir un week-end prolongé tout simple, soit peut-être partir quelque part, soit profiter avec des proches. N'hésitez pas, si ça va bien, n'hésitez pas à le crier sur les toits, putain ça fait du bien, on a envie de voir des gens qui vont bien dans leur vie, ça fait du bien. Si ça va pas, force. En vrai, c'est très premier degré, y a pas de vanne, ça va pas, force. Et j'espère que ça ira pas pendant pas longtemps et que au prochain épisode où on se reverra, ça ira bien mieux et qu'après cet épisode, potentiellement, ça ira un peu mieux. Voilà. C'était mon petit message de force si jamais vous en avez besoin. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire comment ça va, juste me faire peut-être un petit coucou dans les commentaires comme je le disais et comme je le dis souvent. Ça me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit contact, tu vois, de me dire ah bah tiens, il y a pas mal de personnes qui regardent, qui sont là et qui font l'effort de m'envoyer un petit message. Ça fait trop plaisir, c'est trop encourageant et donc évidemment n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est un petit CC tout simplement. L'épisode d'aujourd'hui, il a eu un raisonnement assez simple, à savoir qu'en fait, comme je le disais juste avant, j'ai posé un jour de congé vendredi et on avait prévu avec mes parents et ma soeur de partir en voyage en Bavière. Le voyage en Bavière, c'était un truc que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, étant donné que moi dans ma tête, la Bavière, ça résonnait avec Château de Bavière et notamment avec Château de Neuschwanstein. Si vous potentiellement n'avez pas d'idée de à quoi il ressemble, n'hésitez pas à aller regarder maintenant en mettant sur pause la vidéo ce que c'est le château de Neuschwanstein, parce que déjà c'est une dinguerie, voilà, donc ça peut vous donner envie d'aller le visiter, déjà c'est une dinguerie, et en plus de ça, on va parler à peu près de ça pendant cet épisode, et comme je le disais, le raisonnement a été assez simple, à savoir je me suis dit, je sais pas, on était un soir, je crois qu'on était mercredi soir, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apprendre maintenant qui m'intéresserait là dans l'immédiat, tu vois. Et justement on était 2 jours avant le départ en Bavière et je me suis dit je pars, je vais dans un endroit dont je ne connais absolument rien et qui est rempli d'histoire et je connais pas cette histoire, donc j'ai l'occasion de préparer ma visite en m'imprégnant un peu du lieu tout en créant un peu de contenu, banco, tu vois, j'ai zéro hésitation, je m'enfonce dans l'autoroute de la culture, et donc l'objectif c'est de préparer ma visite, donc c'était, puisque mes visites ont été effectuées, de me cultiver et d'essayer de raconter ça de la manière la plus éloquente possible, donc faut que je m'efforce de faire attention à ma diction. Vous savez peut-être que l'un de mes objectifs sur cette chaîne, c'est notamment de m'améliorer à la prise de parole, et je pense que c'est un bon exercice étant donné que j'en viens souvent à parler genre 1 heure devant ce micro. Alors évidemment j'ai mes notes et je structure pas mal ces épisodes, ce qui fait que la plupart du corps de l'épisode est scripté, tu vois, enfin je me penche dessus, je fais des recherches et ensuite j'écris un truc et j'essaye de le restituer de la meilleure manière possible. Mais donc forcément parler devant un micro pendant 1 heure, je pense que ça peut m'aider. Donc là c'est un des objectifs, tout particulièrement avec cet épisode, puisque encore une fois, comme le dernier épisode, il est assez différent de ce que j'ai eu l'occasion de proposer sur cette chaîne, à savoir ce n'est pas un thread d'horreur, tout simplement, c'est un épisode un peu orienté histoire, voilà.
Autre objectif, c'est vraiment aussi de pas dire de conneries d'un point de vue historique. Donc bah, j'espère que vous serez indulgents et que tout de même je vous donnerai de l'information de qualité. Normalement c'est le cas évidemment, sinon je prendrais pas le risque de de créer cet épisode. Mais effectivement c'est un sujet, je suis pas du tout calé en histoire et c'est un sujet que j'ai découvert il y a qu'une semaine. Donc bah, après je me suis beaucoup plongé dedans et je suis plongé au cœur du sujet, étant donné même géographiquement que je suis parti là-bas. Mais du coup bah j'ai essayé de me renseigner au mieux. J'ai même acheté un petit manuel sur la vie du personnage qui nous intéresse pour minimiser mon taux de bêtises. Donc petit investissement clairement. Et donc ce qui s'est passé avec cet épisode, c'est que à la base je voulais faire un épisode sur les mystères qui entourent le château de Neuschwanstein. Et très vite je me suis rendu compte qu'effectivement bah il compte un ou deux mystères, ce château, mais que le réel intérêt de l'édifice réside vraiment dans son constructeur, à savoir le roi Louis II de Bavière. J'avoue que je connaissais absolument pas le personnage, vraiment pour le coup. Enfin, j'avais entendu parler, tu vois, je savais qu'on disait que les châteaux de Bavière c'est les châteaux de Louis II, mais je ne savais absolument pas qui était ce mont Ludwig. Et je me suis pris d'un engouement soudain en vrai pour le personnage et pour sa vie, donc je me suis dit bah en fait c'est ça le truc intéressant derrière les châteaux de Bavière, c'est vraiment la personnalité du roi et sa vie, et donc ça peut paraître logique, oui, mais moi ça m'avait pas, ça m'avait pas effleuré l'esprit à la base, tu vois, je m'étais pas dit que c'était logique, je pensais vraiment trouver pas mal de mythes et légendes sur le château, mais donc au final c'était pas leur intérêt premier. Autre chose, cet épisode je l'ai déjà enregistré il y a quelques jours, sauf que vraiment à la fin, quand je crois que j'avais une bonne 45e minute d'enregistrement, et à la fin quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était le bordel. Vraiment, ça partait dans tous les sens. J'avais pas assez structuré l'épisode. Et en vrai, tu vois, j'aurais pu le monter et sortir et essayer de faire un truc un peu propre. Mais le problème, c'est que bah, je me suis dit, en vrai, c'est une vidéo qui est un peu nouvelle, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Je parle d'un sujet sur lequel j'ai pas forcément de crédibilité, tu vois. Donc autant essayer de structurer au mieux le truc, essayer de faire que ce soit le plus compréhensible. Donc je l'ai totalement remanié. J'ai pris du temps pour le réorganiser. Et donc normalement, ça devrait être carré dans l'axe, voilà, ça devrait être extrêmement, non je vais pas dire extrêmement parce que c'est faux, mais ça devrait être plutôt structuré, donc c'est plutôt pas mal. Et puis bah, sur ce je vous propose en vrai qu'on commence globalement. La structure de cet épisode, ça va être vraiment une partie histoire et bah, fait historique, pour raconter un peu la vie de ce bon Louis II de Bavière et de ce château de Neuschwanstein. Et ensuite, en conclusion, je parlerai un peu de mon voyage, parce que je me suis dit, si je commence à parler maintenant de mon voyage, déjà que sans vraiment rentrer dans un vif du sujet, on est à 7 minutes 50 d'introduction, tu vois. Donc je me suis dit, autant, bah je pourrais faire un peu un petit story time, tu vois. J'aime bien moi encore raconter ma vie. Ouais. C'est vrai que j'aime bien faire ça. Donc je le ferai à la fin de cet épisode. Et puis bah sur ce, je vous propose qu'on attaque sans plus attendre. Le château de Neuschwanstein, c'est l'un des châteaux les plus célèbres du monde et il compte comme le site le plus visité d'Allemagne selon certaines sources. Pour faire simple, imaginez-vous un château de conte de fées, vraiment, genre c'est exactement comme cela que le château est décrit la plupart du temps, et pour cause, Walt Disney lui-même s'en serait inspiré pour créer le château de la Belle au Bois dormant. Vous voyez, c'est ce magnifique château, il me semble dans le premier Disneyland, c'est de château de Neuschwanstein que Walt Disney serait inspiré. Autant dire que ce château a de la gueule, voilà, tout simplement. Et c'était clairement ma motivation, moi, pour me rendre en Bavière et pour visiter cet édifice, c'est que vraiment j'ai vu beaucoup de photos de lui au moment où j'avais encore Instagram notamment, et ça m'a donné trop envie, vraiment. Et puis bah, sur Instagram, tout est beau, tu vois, donc logiquement, les photos sont incroyables, et spoiler, c'est aussi magnifique que je l'ai vu en photo. Donc il y a des millions de touristes qui viennent chaque année visiter ce château au pied des montagnes, donc qui est vraiment dans un lieu singulier, et j'ai lu que la gérante du château, qui voit passer vraiment pas mal de touristes, tu vois, notamment pas mal de touristes chinois et américains il me semble, a révélé que pas mal d'Américains qui viennent découvrir le château, tu vois, ils arrivent et ils pensent réellement que c'est une copie. Oh la sirène, vous entendez la sirène là? Ah, Paris c'est magique. Je sais pas si ça s'entend, mais du coup ça m'a interrompu, je suis en détresse là. Bref, manifestement, effectivement pas mal d'Américains viennent découvrir le château et ils se disent, vraiment premier degré en arrivant devant le château, bah mais c'est une copie. Enfin ils ont, genre vous avez vu, ils ont copié Disney.
Et je peux pas m'empêcher d'avoir un peu de tendresse, tu vois, pour les Américains, parce que bah ça y est, ils ont inventé le basket et les burgers, ils ont tout créé, tu vois. Un jour vraiment, on va arriver, Donald Trump va sortir une étude vraiment 100% américaine, selon quoi ce sera un Américain qui aurait découvert le feu. On va tous voir flou, vraiment, on va tous remettre en question nos positions. Bref, ça m'a fait un peu marrer, parce qu'effectivement, effectivement, pas du tout. C'est pas Walt Disney qui a inspiré ce château, qui a été créé bien avant lui, mais plutôt exactement l'inverse. La construction du château a été achevée en 1886, donc il est très récent, ce qui m'a pas mal étonné, parce que un culte comme je suis, pour moi, tu vois, on crée plus de châteaux après, je sais pas, 1700, tu vois. Donc oui, si tu cherches l'homme le moins inculte de France, il est là. Voilà, derrière ce micro, n'hésitez pas, enchanté. Mais une autre chose qui m'a encore plus surpris, c'est que le château a été construit qu'en 17 ans, ce qui me paraît dingue en vrai, parce que déjà c'est absolument magnificent comme édifice, et puis c'est monstrueusement grand, perché sur un promontoire, donc c'est pas non plus comme si tu construisais le truc dans un endroit hyper favorable. Et du coup je me suis fait la réflexion, évidemment je connais pas les conditions de travail ni l'espérance de vie à l'époque, tu vois, mais ça veut dire que potentiellement il y a un ouvrier parmi tous ceux qui ont bossé sur le château de Neuschwanstein qui a commencé à travailler un peu jeune, et qui a vu le résultat de son travail réellement achevé, ce qui dans le Moyen-Âge, arrêtez-moi si je me trompe, me paraissait pas évident, tu vois. Genre, c'est quand même stylé. En réalité, étant donné qu'on est déjà dans la deuxième moitié du 19e siècle, les moyens techniques pour la construction de ce monstre architectural sont déjà très avancés, bien que l'acheminement des matériaux ait pas du tout été facile, notamment en raison de la topographie du lieu. En gros, si on imagine une brique, tu vois, qui va devoir être utilisée pour le château, cette brique, avant d'arriver sur site, déjà elle doit prendre un élévateur mécanique, donc assez haut, pour arriver à une certaine altitude, puis descendre jusqu'à un deuxième élévateur dans une sorte de chariot, avant d'être monté, puis enfin apporté au chantier après un deuxième passage par un élévateur. Donc ça peut paraître complexe, mais étant donné l'emplacement très singulier et particulier de Neuschwanstein, c'était absolument nécessaire, et surtout, lorsqu'il s'agissait de construction de ces châteaux, vous allez voir que Louis II ne lésinait pas sur les moyens. En revanche, malheureusement, Louis II de Bavière ne verra jamais la construction terminée. Directement, je vous propose une petite parenthèse étymologie, parce que, ayant fait espagnol LV2, je peux pas m'empêcher de me demander ce qu'un mot aussi sublime que Neuschwanstein veut dire, et la réponse est assez facile à trouver de nos jours, à savoir, tu fais une petite recherche Google, tu vois, et le mot signifie le nouveau rocher du cygne. Donc apparemment, il y a un cygne en Allemagne qui possède un patrimoine immobilier composé de rochers, manifestement ornés de châteaux, et lui, c'était le nouveau. Voilà. Non, en vrai, l'explication c'est... Ouais. Ah, cette vanne n'a fait rire que moi, vraiment. Et écoute, c'est mon épisode. Si j'ai envie de faire des vannes qui font rire que moi, c'est ma première liberté, d'accord? Non, en vrai, l'explication c'est que le château, il est construit sur des ruines de deux anciens châteaux, dont l'un s'appelait Schwanstein, et Neu, ça veut dire nouveau, apparemment en allemand, donc Neuschwanstein, le nouveau Schwanstein. Et pour la petite histoire, pourquoi le signe? Parce qu'il représentait en fait ce qui est beau, ce qui est pur, ce qui est noble, et Maximilien II, le père de Louis II de Bavière, l'utilise très souvent pour rappeler ses valeurs, notamment dans son château de Hohenschwangau, où Louis II a passé une bonne partie de son enfance. Ce qui est fou, c'est qu'en voyant le château, on a l'impression de voir un bâtiment féerique et parfait. Vraiment, enfin, quand tu le vois, tu dis c'est une dinguerie, et objectivement, ça pourrait pas être mieux, et pourtant, le château n'est pas complet. A l'origine, selon les plans que Louis II avait fait réaliser, il y a une partie importante qui devait encore être ajoutée, surmontée d'une tour de, écoutez-moi bien, 90 mètres de haut, vraiment, genre 90 mètres de haut, une tour, mon frère, mais monstrueuse, soit 30 mètres de haut de plus que celle qu'on peut déjà observer aujourd'hui, et qui fait la fierté de cet édifice, qui contribue énormément à rendre ce bâtiment complètement taré. Vraiment, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un boulot de grand malade, mais comme je le disais, Louis II ne comptait pas lorsqu'il s'agissait de ses châteaux. Mais du coup, c'est qui ce bon monsieur? Tu vois, c'est qui ce Louis II? On en parle, mais qui est-ce? Déjà, un peu de respect s'il vous plaît, voilà, on va se calmer, s'il vous plaît, un peu de respect s'il vous plaît. Voilà, bonjour. Donc Louis ou Ludwig pour les Allemands euros du premier rang justement, II de Bavière fut, comme le nom l'indique, le roi de Bavière. Je vais pas revenir sur quand, comment, pourquoi la Bavière possède à ce moment-là un roi à part entière, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Louis fait partie de l'immense famille des Wittelsbach, qui est l'une des familles les plus puissantes de toute l'histoire du Saint-Empire romain germanique. Est-ce que ça va? Est-ce que le décor est planté? Oui. C'est des boss, vraiment, leur puissance, elle s'étend sur 700 ans, c'est des boss, c'est des énormes boss, et notamment les boss de Bavière. Et bien Louis, justement, Louis II, fait partie de cette famille par son père Maximilien II de Wittelsbach,
sauf que, vous allez le voir, il est infiniment moins conventionnel que son père, le Louis, il est plus folklorique, et c'est pour ça qu'on fait un épisode dessus. S'il était un roi totalement classique, ce serait très intéressant, oui c'est vrai, d'accord, mais un petit peu moins. Ce dernier, donc Maximilien, le père de Louis II, donne justement une éducation très stricte à Louis et son petit frère Othon, et vraiment l'activité principale de cette éducation c'était d'étudier, donc pourquoi pas, sauf qu'il y a un petit hic, cette éducation ne comporte à aucun moment la préparation de Louis, qui est alors le prince héritier, tu vois, le mec qui va monter sur le trône après son père, à comment régner. Ce qui est chiant, c'est un coup à se retrouver sur le trône à 18 piges sans savoir gérer un royaume. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, non, mais je rigole, en vrai, c'est terriblement triste, mais alors que... Je suis désolé, moi j'aime beaucoup l'humour noir, voilà. C'est pas de l'humour noir pur et simple, mais la truc qu'il y a derrière, c'est un peu ça. En fait, alors que Louis a 18 ans, son père Maximilien II, malheureusement, décède d'une maladie, et pof, le Ludwig sur le trône. Sauf que comme je l'ai dit, en réalité, il est pas du tout prêt à ça, et surtout, il a été élevé dans un environnement extrêmement romanesque, qui fait que il vit pas mal dans son monde, le Louis II, tu vois. Genre, quand tu vas à Hohenschwangau, qui est en gros le château de son enfance, le château qui a été créé par Maximilien II, en tout cas construit sous Maximilien II à son initiative, justement, juste à côté du château de Neuschwanstein, donc bien avant lui tout de même, tu vois des représentations dans ce château de guerre en peinture, donc il y a des représentations de bataille, tout ça, mais sur les peintures, il n'y a pas une seule goutte de sang. Et ça c'est très romanesque, ça c'est très irréel quoi, normalement une bataille à cette époque-là, une bataille dans tous les cas, putain c'est un bain de sang quoi, c'est horrible, et là il n'y a pas une goutte de sang sur les tableaux, donc ce qui donne une image de la réalité déjà un peu biaisée à Louis II, et autre exemple, par exemple t'as des murs entiers qui représentent les anciennes légendes germaniques et nordiques, ce qui fait que effectivement Louis II grandit avec ses contes, légendes, et dans cette ambiance très romanesque qui influence forcément beaucoup sa perception du monde. Il ne faut pas l'enterrer trop vite, le Louis, parce que, en vérité, lorsqu'il accède au trône, il est très investi dans les affaires de la Bavière. Sauf que l'idée qu'il a de la monarchie, c'est la monarchie absolue du roi Soleil. Voilà, donc il est extrêmement fan du roi Louis XIV et du roi Louis XV, à qui notamment il a dédié une énorme partie de son château de Linderhof. Donc forcément au moment où il capte que on est en monarchie constitutionnelle mon coco, et qu'en fait c'est un gouvernement qui prend les décisions, ça le fait vite chier, voilà, pardon, hop là, j'en perds mon micro, mais c'est ce qui se passe, vraiment, c'est pas l'idée qu'il a de la monarchie, et bon, ça se comprend, tu vois, si tu décides pas grand chose, attention, ça se comprend tranquille, je dis pas qu'on comprend la monarchie absolue, je pense que j'ai même pas besoin de m'étendre sur le sujet, tu vois. Mais non, je dis ça se comprend parce que effectivement, si tu décides pas grand chose, comme dans une monarchie constitutionnelle en tant que roi, autant aller utiliser ton temps à faire autre chose. Construire des châteaux par exemple. C'est la plus grosse passion du roi, vraiment se construire des châteaux tous plus magnificents que les uns que les autres, non pas pour y accueillir des proches, mais pour se construire un monde à lui, son monde à lui, c'est sa plus grosse passion. Et c'est ainsi que commencent les travaux de Linderhof, Eremkimsee et Neuschwanstein. C'est les 3 châteaux qu'il construira sous son règne, et c'est ces châteaux, donc les 3 que je viens de citer, qui sont connus comme les châteaux de Louis II de Bavière. Sauf qu'il a beau être roi, les revenus de la couronne suffisent absolument pas pour financer ses constructions, et à Munich, le gouvernement, globalement, il devient ouf. Voilà, tout l'argent bavarois passe dans les fantaisies, entre guillemets, du roi, et très vite, on lui attribue différents surnoms, dont 2 principaux, le roi fou et le roi des contes de fées. Bon, moi la première fois que j'ai lu Le Roi Fou, je me suis dit ça y est, le mec en fait on ne dirait pas mais c'est un dangereux psychopathe, il s'amuse à torturer des feuilles de châtaignier, tu vois, pour le plaisir, un taré, vraiment le mec est fou. Et en fait absolument pas. Le surnom de Roi Fou, tenez-vous bien, il fait juste référence au caractère rêveur, romantique et inhabituel du roi. Ce que je trouve un peu too much, quand même, je veux dire, de la même manière que t'insultes pas un type qui se balade un peu en Spider-Man dans la rue, tu vois, avec un costume intégral, viens on se calme sur les surnoms, tu vois, le Roi Fou c'est un peu abusé. Et le deuxième surnom, le roi de contes de fées, lui est plutôt attribué par les habitants de la région parce que la réalité c'est qu'il était très apprécié, Louis II. Il était même amoureux de la région et de ses habitants, et en plus de ça, en fait, il fournissait du travail à énormément de monde avec ses constructions, entre la main-d'œuvre pure sur le chantier et les entreprises qu'il commissionnait. Force est de constater qu'il permettait à énormément de monde de vivre, et lui-même, à force de vivre la nuit dans ces châteaux magnifiques, il vient en être appelé le roi de contes de fées. Il était hyper solitaire, vraiment, pour le coup, moi je me considère comme quelqu'un de très solitaire, à savoir je pense tirer mon énergie de ces moments où je me retrouve seul. C'est notamment pour ça que c'est pas mal cette chaîne YouTube, c'est parce que ça me permet de partager, de parler, même dans entre guillemets
l'intimité de ma pièce et de mon micro, tu vois. Et ça, c'est trop bien, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, voilà, je me permets. Hop là, j'en repère mon micro. Merci beaucoup. Et puis sur ce, je continue cette histoire. Lui était hyper solitaire. Je pense que vous avez bien compris que bah, les discussions plates et cordiales de politique, c'était pas la tasse de thé de Louis, et il avait peu d'amis. En fait, pendant ma visite à Erem Kimse, donc l'un des 3 châteaux qu'il a fait construire, et celui qui a été construit un peu sur le modèle du château de Versailles d'ailleurs, j'ai demandé à la guide, excusez-moi, c'est peut-être une question stupide, mais il avait aucun ami, Louis II. Et en fait, effectivement, il en avait qu'extrêmement peu. Même lorsqu'il se déplaçait d'un château à l'autre, il était accompagné d'une trentaine de domestiques, pardon, évidemment, et de 5 gardes. Et c'est tout. Les seules personnes qui l'accompagnaient, c'était ces personnes, et une fois dans le château, il faisait en sorte de voir vraiment le moins de monde possible. Et en fait, l'une de ses seules véritables et profondes amitiés pendant son règne, c'était avec sa cousine, qui n'est autre que l'impératrice d'Autriche Elisabeth de Wittelsbach, plus connue sous le nom de Sissi, qu'il n'a pas l'occasion de voir malheureusement. Mais j'ai trouvé cette anecdote quand même intéressante, à savoir que ces 2 personnages illustres sont extrêmement liés. Donc il est globalement très apprécié par la population, mais côté gouvernement c'est pas la même, voilà. C'est vraiment pas la même ambiance, ils comprennent pas pourquoi le roi est plutôt désintéressé de la politique, et je suis désolé mais je comprends, voilà. Je veux dire, moi tu me laisses le choix entre une salle de réunion et la montagne, le choix il est vite fait, voilà, ça part en rando, c'est Quechua Bermuda, et ça dégage, voilà, tout simplement. Mais le vrai problème c'est vraiment l'argent, le vrai problème en réalité c'est l'argent. Louis II claque toutes les thunes du pouvoir dans la construction des châteaux, et malheureusement c'est un gouffre financier. Là pour le coup c'est réel, c'est un gouffre financier, ce qui fait que du côté des politiques on commence à se dire ce serait bien qu'il bouge le King Maçon là, hein, parce que on n'a plus d'argent, donc il va falloir trouver un moyen. Et ce moyen, cette solution que le gouvernement trouve pour retirer de manière constitutionnelle ses pouvoirs au roi, c'est la seule qui existe en fait, à savoir essayer de prouver que le roi est inapte mentalement à exercer ses fonctions. Et là manifestement il y a un consensus pour dire que ce qui se passe c'est très limite, à savoir le gouvernement demande à un groupe de 4 psychiatres, un groupe de 4 professionnels de la psychiatrie autant qu'on peut l'être à cette époque, dirigé par un certain Van Gudden. Je sais pas si je le dis bien, mais je vous invite potentiellement à aller checker comment s'appelait ce médecin, c'est pas très difficile à trouver, et puis peut-être que je le dis très mal. Mais Van Gudden, en gros, dirigeant cette équipe de 4 psychiatres, est chargé d'élaborer un rapport qui prouve l'état mental du roi, à savoir qu'il est fou. Tout simplement. Et c'est exactement ce qui se passe une nouvelle fois. Début juin 1886, Louis II est déclaré aliéné mental, fou, globalement fou, et donc inapte à l'exercice de ses fonctions. La dinguerie qui se passe, j'insiste sur ce mot, c'est qu'aucun des 4 psychiatres, vraiment pas un seul, pas un seul, non, nada, ninguno, rien, aucun des 4 psychiatres n'a examiné personnellement Louis II. Le seul qu'il ait déjà rencontré, c'est ce bon Van Gudden qui dirige l'opération. Il l'a rencontré 12 ans avant. Ça n'a aucun sens, putain. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que vraiment, genre, si vraiment, imagine demain, je sais pas, tu reçois un courrier d'un gars que t'as pas vu pendant 12 ans qui te dit bonjour, vous êtes fou. Non, c'est vrai. Le rapport est extrêmement contesté déjà à l'époque, et il est en fait bâti seulement sur des témoignages. On n'a même pas consulté le médecin personnel du roi qui aurait été le plus à même de témoigner dans ce rapport, et qui, selon lui à ce moment-là, Louis II allait pas mal, tu vois. Effectivement, il avait ses particularités et potentiellement des problèmes singuliers, mais il n'était pas aliéné mental de ce que disait en tout cas son médecin personnel. Donc globalement, effectivement, vu que ce rapport il est créé sur des témoignages et que aucun des 4 psychiatres ne l'a examiné, on considère globalement qu'il est très faux. Voilà, la plupart des gens pensent qu'il est très faux. Donc ça pue le complot, c'est terrible. Et le 10 juin 1886, une commission est envoyée par le gouvernement à Neuschwanstein, pas encore terminé, donc le château est pas encore terminé, mais il est assez avancé pour accueillir Louis II, pardon. Et ce qu'il faut savoir, c'est d'ailleurs que le château l'accueillera, il me semble, 1 ou 2 semaines en tout. Vraiment, en fait, pas le temps de vivre vraiment longtemps dedans, parce que le château a mis pas mal de temps à être construit, comme je le disais, il est même pas achevé, tout simplement, même si il en a l'air. Donc, effectivement, il y a une commission qui est envoyée à Neuschwanstein, où réside Louis II depuis très très peu de temps, pour embarquer notre Louis national et l'interner. Ce qui se passe est légendaire à ce moment-là, à savoir les autorités locales mettent la commission qui vient chercher le roi en joue,
et arrête cette dernière par loyauté envers le roi Louis II. Quand je vous disais qu'il était aimé, le gars, c'était pas des bêtises. Vraiment, il était très apprécié par la population locale. 2 jours plus tard, malheureusement, une nouvelle commission arrive. Cette fois, Louis II ne peut rien faire et il est emmené au château de Berg, près de Munich, pour y être interné. Alors, je suis vraiment pas fan de cet internement forcé, je pense comme ça s'entend, mais j'ai quand même fait une petite recherche rapide du château de Berg, tout simplement. C'est sympa. C'est sympa quand même. Tu vois, tu t'y fais interner 2 semaines, no offense, mais c'est des très belles vacances. Non, trêve de plaisanterie, vraiment, notre Louis II est officiellement évincé, et c'est son oncle Luitpold qui lui succède. Le jour suivant, les corps de Louis II et du psychiatre Van Goeden sont retrouvés aux abords de la rive du lac Starnberg. Ah, je m'y attendais pas. Vraiment, littéralement, un jour après son internement, le roi Louis II de Bavière trouve la mort, dans des circonstances qui, encore aujourd'hui, et jusqu'à ce que Elon Musk invente la machine à remonter le temps, donc potentiellement dans 2-3 semaines, sont un mystère total. Effectivement, c'est un beau bordel historique. Je suis désolé, je suis assez vulgaire dans cette vidéo, mais j'essaye de un peu moins me restreindre, tu vois, et d'être, de me permettre d'être comme je parlerais normalement, sans évidemment être too much dans le grossier et vraiment être inaudible, parce que ce serait horrible, mais c'est un bazar historique. T'as vu, j'ai quand même modifié le mot que j'ai employé. En gros, la partie certaine de l'histoire réside dans le fait que la trouvaille du corps et le lieu de cette trouvaille sont certains. On est certain que le corps a bien été retrouvé dans le lac, mais forcément à ce moment-là, on se dit « Ah, il s'est noyé le bon Louis, il s'est noyé, il a fait une promenade et il s'est noyé ». Sauf que cette première explication elle est hyper ironique parce qu'il était renommé pour être un très bon nageur. On me dit, ouais, un alpiniste de renom par exemple, s'il meurt dans la montagne, ok, genre c'est les risques de la montagne, pourquoi pas, mais t'imagines pas Michael Phelps rendre l'âme dans un étang, clairement. Et en plus de ça, aucune trace d'eau n'a été retrouvée dans les poumons de Louis II après l'autopsie, ce qui écarte pas mal l'hypothèse de la noyade. Et puis ça explique pas non plus le fait que le psychiatre ait été retrouvé mort aussi avec Louis II, tu vois. Bon ça c'est la première théorie qui semble un peu chelou comme je le disais, et autre théorie, une dispute aurait éclaté entre Louis II et le psychiatre Van Goeden lors d'une promenade nocturne sur le lac Starnberg, et Louis II serait tombé dans le lac et mort d'hydrocution. Ça c'est une théorie possible, car le corps du psychiatre contenait des marques de strangulation, donc on peut faire l'hypothèse que les deux se seraient battus et que Louis a étranglé le gars, tu vois, le psychiatre, et qu'ensuite il est mort d'hydrocution, sachant que, petit détail, Louis II faisait plus de 1m90 et vraiment, selon les représentations que j'ai vues pendant tout un week-end, il était pas maigre. Apparemment, vraiment, quand à cet âge-là, il était pas extrêmement maigre, il vivait bien. Donc en vrai, c'est possible, tu vois. Franchement, je pense qu'il était très impressionnant physiquement. Pourquoi pas? En vrai, hypothèse pas mal possible. Et d'autres soutiennent la possibilité selon laquelle le roi se serait suicidé. Il aurait d'abord tué son psychiatre avant de mettre fin à ses jours dans le lac Starnberg. Ça fait pas mal de théories quand même, ça fait pas mal de théories. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce cas-là? Honnêtement, une fois qu'on a exploré toutes les possibilités naturelles, on en vient forcément aux théories d'assassinat. Certains avancent que le roi aurait été abattu au cours d'une tentative d'évasion qu'il aurait planifiée à l'aide de quelques loyalistes, mais pourtant officiellement, le corps de Louis II ne présentait aucune cicatrice ou trace de sévices. Plus tard, on montrera le manteau que portait le roi à cette soirée-là, donc cette soirée où il est malheureusement décédé, et qui aurait été troué ce manteau de 2 balles. Alors apparemment, on aurait tiré 2 balles dans le manteau. C'est à n'y rien comprendre, vraiment pour le coup, comme je vous le disais, c'est un beau bordel historique, et la vraie conclusion, c'est qu'on saura probablement jamais comment on finit les jours du roi de Bavière, et mon avis personnel, voilà, je vous le livre, j'en ai pas. Eh, ça va. Je suis personne, tu vois, je connais vraiment rien en histoire. Enfin, évidemment, j'ai fait de l'histoire au lycée et ça m'intéresse, mais je n'ai pas la crédibilité pour m'exprimer là-dessus de manière vraiment 100% certaine. Mais effectivement, voilà, quand même, je vais donner mon avis. Ça me paraîtrait pas déconnant que le gouvernement l'ait fait assassiner, étant donné qu'il était très gênant d'un point de vue financier. Mais en même temps, quel est l'intérêt de l'éliminer alors qu'il vient d'être interné, puisqu'il est entre guillemets déjà sous contrôle, tu vois. Moi, l'hypothèse de l'hydrocution me paraît la plus probable, mais parce que j'essaie d'être rationnel, tu vois, et que surtout, j'ai une connaissance, comme je disais, limitée du sujet, mais quoi qu'il en soit, on a un point commun, vous, moi, les historiens les plus calés sur le sujet, c'est qu'on est tous au même point, on sait pas, on saura jamais. C'est maintenant la fin de cet épisode un peu plus orienté histoire que ce que j'ai eu l'occasion de faire auparavant. Donc j'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner un peu une image de qui
au moins était Louis II de Bavière et de pourquoi je me suis intéressé à cet homme, à ce personnage. Et bien évidemment, je tenais à rappeler et à dire que mon récit comporte très certainement un nombre incalculable d'imprécisions et d'oublis, tout simplement parce que je suis absolument pas, mais alors absolument pas expert en histoire, et aussi parce que bah, c'est je pense impossible de faire une réelle biographie, une bonne biographie de Louis II de Bavière en peu de temps, et je pense même que ça aurait été peut-être un peu ennuyeux, tu vois, si vraiment j'avais juste essayé de faire une biographie. Donc clairement j'ai fait mon petit marché dans la vie de Louis II, donc c'est pas la plus fidèle représentation qu'on pourrait en faire. Par exemple, j'ai pas parlé de son rôle diplomatique, de sa passion pour Louis XIV et Louis XV, bon je l'ai très rapidement évoqué, mais c'était un truc, ouais, il en a fait un château globalement, où j'ai pas encore parlé aussi de sa relation avec Richard Wagner. Donc bref, il y a beaucoup de choses à creuser sur le personnage qui était Louis II de Bavière. Donc si jamais cette vidéo vous intéresse, bah, n'hésitez pas peut-être à aller regarder sur Wikipédia. T'as une page qui est déjà très fournie sur sa vie et qui fournit pas mal d'informations que j'ai pas du tout citées. Donc si ça vous intéresse, bon bah, voilà. Et après sinon, si ça vous suffit, je suis content. Ça veut dire que j'ai fait mon taf globalement. Et c'est plutôt cool. Ce que j'ai trouvé formidable avec l'histoire de Louis II de Bavière, c'est qu'elle est remplie de mystères. C'était une personnalité qui était en rupture avec ce qu'on attendait d'un roi. Et il y a aussi qu'à cette époque, la construction des 3 châteaux a effectivement été un énorme gouffre financier pour la Bavière, qui a sûrement au moins motivé partiellement sa destitution. Alors qu'aujourd'hui, bah, ces 3 châteaux, et surtout Neuschwanstein, sont parmi les attractions touristiques les plus importantes du pays. Donc c'est ça qui rapporte énormément d'argent à la Bavière, et aussi qui fait tourner, je pense, pas mal cette partie touristique de la Bavière, et qui rapporte pas mal d'argent à l'Allemagne forcément. Donc le gars a clairement fait un bête d'investissement, peut-être sans le savoir. Et puis il y a tout ce mystère évidemment autour de sa fin qui achève pour moi d'en faire une figure légendaire. Alors enfin, légendaire, peut-être que je suis un peu dans le truc, mais enfin une figure quand même importante, et il me semble que c'est tout à fait ce qu'il aurait souhaité, puisque apparemment il aurait formulé le souhait de toujours rester un mystère pour les autres et surtout pour lui-même. Je me permets de reprendre ma respiration. Depuis tout à l'heure, je respire pas. Là, ça fait 45 minutes que je suis en apnée. Donc bah évidemment, hein, on a tous des capacités qui sont limitées. Moi, l'apnée, je suis que sur 40, 41, 45 là quand je suis en forme. C'est vrai que j'ai déjà poussé à 50, mais voilà, ça fait du bien de reprendre un peu son air. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est... voilà. Ouais, cette petite envolée lyrique s'arrête déjà. Et ce qui s'arrête aussi déjà, c'est ce nouveau format. Voilà, comme je l'ai dit, ce nouveau format s'arrête là. J'ai hâte de voir vos retours et de savoir ce que vous en avez pensé. Mais en vrai, je suis extrêmement heureux de l'avoir réalisé, parce que réellement, ça m'a permis de m'immerger dans l'histoire des lieux que j'ai visités ce week-end, bien plus que je l'aurais fait sinon, tout en créant un peu de contenu pour vous, et donc partager cette curiosité pour le personnage de Louis II que j'ai développé à l'approche de ce voyage. Et ça, c'est hyper positif, parce que je pense que j'ai vraiment bien profité de ce voyage et de ses visites, notamment parce que j'avais éveillé ma curiosité avec regarder un peu ce qu'était Neuschwanstein, regarder un peu la vie de Louis II, et je pense que c'est quelque chose que je referai totalement. Je pense que dans mes prochains voyages, ça pourrait être très intéressant de, évidemment si l'histoire qui entoure ces lieux, moi, m'intéresse, de refaire le même principe, à savoir creuser l'histoire d'un lieu, l'histoire d'un personnage lié à une destination où je vais, et essayer de vous en parler autant que je le peux, et d'une manière tout de même plutôt vulgarisée, si on peut dire. C'est-à-dire que je vais jamais faire un truc très rigoureux à la manière d'un historien, j'en aurai jamais la prétention. Mais en tout cas, ça m'a vraiment pas mal plu de faire ça, et notamment je pense que ça a apporté pas mal à mon voyage. Donc forcément, je suis pas le gars le plus légitime pour parler d'histoire, donc j'espère que vous avez écouté cet épisode comme une passation d'informations, tu vois, plutôt une passation d'informations rassemblées, voilà, plutôt que comme un podcast histoire. Et évidemment, je me suis questionné sur la pertinence de cet épisode, en me disant, est-ce que effectivement je suis crédible pour faire un épisode comme ça. Et je pense que en vrai, en réfléchissant, c'était pas tant la question, et je me suis dit que comme moi je connaissais pas l'histoire de Louis II, peut-être que c'était le cas pour d'autres, et c'est très possible aussi que la plupart d'entre vous connaissez l'histoire de ce roi, et qu'en fait j'ai rien appris à personne, mais bon, j'espère au moins avoir appris quelque chose à une ou deux personnes, et que cette histoire vous aura intéressé, cette histoire qui est littéralement une histoire, parce qu'elle fait partie de l'histoire tout simplement. Et comme je le disais dorénavant, je vais me lancer dans cette partie de la vidéo que je préfère, je vais pas mentir, qui est celle où je parle vraiment de manière totalement libre, et qui est plutôt pas mal. C'est un peu un exutoire pour moi. L'exutoire, c'est plutôt pour peut-être pour
sais, quand t'as des choses sur le cœur et que tu veux les livrer, ou que t'as des choses qui te pèsent et que tu veux en parler, c'est peut-être pas ça l'idée, tu vois, parce que là pour le coup je parle pas de choses pesantes à raconter. Ce qui est bien d'ailleurs, ce qui est bien, on s'en régale, hein, vraiment, c'est pas un problème. Moi je savoure ces moments, je vais arrêter là. Je sais pas, parfois je me dis des choses et je pars dans des phrases et en fait je me rends compte qu'elles me mènent nulle part. Vraiment c'est des impasses comme phrase, donc ça fait partie de celle-là. Mais donc effectivement voilà, si ça vous convient, je vais parler un peu de ce voyage, tout simplement. On est parti le jeudi soir, on a fait une bonne partie de la route en voiture jusqu'à une ville qui s'appelle, il me semble, Agno. On devait dormir là-bas, à savoir qu'on avait du coup réservé 4 lits, tu vois, enfin 2 chambres, 4 lits, étant donné qu'on est 4, tu vois, c'est un bon nombre de lits pour 4 personnes, 4, tu vois, en général ça va pas mal. Ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive à minuit déjà, donc en vrai un peu claqué, tu vois, mon père surtout a fait la route, on est un peu claqué, on arrive vers minuit, t'as personne à l'hôtel, parce que tu sais, c'est des hôtels où tu récupères les clés sur un truc dans un espèce de distributeur automatique, tu vois, renforcé, tu vois, c'est un petit cadenas et pas un cadenas, il y a un verrou, mais dans tout cas c'est hyper safe, mais c'est automatique, donc si tu veux tes clés, il faut que la technologie et tout ce qui s'apparente au verrou veuille bien te donner ta clé. Donc on arrive, tu vois, et on rentre le code, toutes les informations qui permettent d'avoir la première clé. Voilà, je fais le signe de passe-partout, première clé, tu vois. Et on a cette première clé, à savoir celle d'une chambre, et du coup directement on va poser nos affaires, sauf que il manque quand même une chambre, tu vois, c'est logique. On a réservé 2 chambres, on aimerait bien en avoir 2, tu vois. Et malheureusement on n'a pas eu cette chambre. On n'a pas eu cette chambre, vraiment moi je suis resté 15 minutes à essayer de comprendre ce qu'il fallait rentrer dans ce truc, mais en fait tout simplement ce qui s'est passé c'est que la réservation a été entre guillemets mal pris en compte, et on s'est retrouvé à 4 dans une chambre pour 2, ce qui était pas déplaisant, tu vois, on était en famille, c'était cool, mais effectivement bon peu de place. Donc le voyage commence bien, globalement le voyage commence très bien, et ce qu'il faut savoir c'est que une personne en particulier de ma famille, ma mère, ronfle énormément, ce qui fait que globalement sur la totalité de ce voyage on a toujours été dans les mêmes chambres, avec ma soeur on n'a pas beaucoup dormi, ce qui était un peu regrettable, mais à côté de tout ce qu'on a fait et la dinguerie que représentait le voyage, c'était pas très grave, voilà, c'était pas très grave. Maman, si tu m'entends un jour, je te pardonne, évidemment, voilà. Donc après ça, après cette première nuit dans cet hôtel à 2 pour 4, on est parti, et on avait encore, il me semble, 3 heures de route avant d'arriver à notre destination, qui était la ville d'Opfen am See. Je sais pas si je le dis bien, mais en gros c'est Opfen am, il me semble que c'est sur See, ça veut dire le lac, je crois. Et en gros, comme son nom l'indique, c'est une petite ville qui est basée au bord d'un lac, et c'est putain de féerique, c'est trop stylé, putain, mais qu'est-ce que c'est bien cet endroit, genre vraiment, là pour le coup, mais j'incite tout le monde à y aller, et je devrais dire l'inverse tellement, tu vois, j'aurais envie de le préserver des gens, tu vois, j'aurais envie que personne y aille, mais en réalité je pense que l'été il y a énormément de monde, mais là on était en plein mai, et en fait t'avais personne, enfin, t'avais assez de monde pour que ça paraisse pas mort, et assez peu de monde pour qu'en fait tu sois juste trop bien, et cet endroit était magique, vraiment, c'est à dire que, je vais mettre une photo maintenant, voilà, comme ça je donne un peu le signal, je vais mettre une photo maintenant pour vous donner une représentation pour ceux qui écoutent tout simplement. T'as une rive du lac, et derrière t'as forcément des bâtiments et un peu toute la ville entre guillemets, qui est une petite ville, et plus tu rentres un peu dans les terres, si on peut dire, plus tu t'éloignes de la rive, plus tu rentres dans des endroits où vraiment c'est des champs à perte de vue, c'est magnifique, et en plus de ça t'es entouré de toutes parts par les montagnes. Donc quand t'es sur la rive du lac, ce qui m'est arrivé, t'as le lac extrêmement paisible, et en face les montagnes qui s'étendent à perte de vue. Le premier jour, on a décidé de vraiment rester tranquille, tu vois. Alors on s'est dit, franchement, on est claqué, on n'a pas bien dormi, ça sent que... On avait prévu 1 ou 2 visites, donc on les a faites, mais c'était pas les jours les plus importants, entre guillemets, puisque nos visites des châteaux de Hohenschwangau, Linderhof, Eremkimsee et Neuschwanstein s'étendaient sur samedi, dimanche, lundi. Donc les grosses journées, c'était globalement samedi, dimanche. Donc le vendredi, on s'est dit, vas-y, on arrive, tranquille, on visite 2-3 trucs qu'on avait... Qu'est-ce qu'on a fait? Putain, non, c'est terrible de plus savoir. Je crois qu'on n'a pas fait grand chose en fait ce vendredi, et globalement on est arrivé, et vers 17h, étant donné qu'on avait décidé de se poser avant les jours un peu intenses, moi j'ai décidé de partir et de faire une séance d'étirement au bord du lac. Et en fait, pourquoi j'ai tant aimé cet endroit, c'est parce que il convient 100%
à mes occupations du moment et à ce sur quoi je me focalise en ce moment, à savoir, étant donné que je suis blessé au niveau d'un ligament vers le pec, entre le pec et l'épaule, là j'ai l'impression qu'il y a un truc, donc j'ai pris rendez-vous chez le kiné d'ailleurs, donc j'irai. Étant donné que je suis blessé là-dessus, je fais pas mal maintenant d'étirements. D'ailleurs, spoiler, il y aura peut-être un truc qui sortira à propos de ça. Donc je fais pas mal d'étirements, chose que j'avais jamais fait avant, et donc je me suis fait une séance d'étirement au bord du lac. Et autre chose qui convient pas mal à mon mode de vie actuel, c'est que le lac, bah, il est très froid. Voilà, il est très froid, mais moi tous les matins, je prends une douche froide. Et en fait, c'était juste légendaire. À savoir que je fais ma séance d'étirement, en face de moi, t'as juste les montagnes et le lac. C'est putain de magique. Dans ma tête, j'ai l'impression d'être un personnage principal d'une série ou d'un film. Et juste, c'est incroyable. Et je suis vraiment le mec mystérieux qui fait ses étirements, donc à la fois mystérieux et souple. En fait, tu peux pas t'empêcher d'avoir le regard perdu vers ce qu'il y a devant toi, parce que c'est trop beau, tu vois. Et donc après ma séance d'étirement, je me lève, je vais dans ce lac qui est gelé. Voilà, il est gelé. Bonne surprise, j'arrive pas mal à rentrer dedans. Malheureusement, il a commencé à pleuvoir et à se mettre à faire très mauvais, et vraiment changement d'ambiance, c'est devenu le Mordor. À savoir, genre j'étais dans le lac, t'as des éclairs qui ont commencé à arriver de derrière les montagnes, je me suis dit je suis dans un lac, je vais sortir. Voilà, j'ai globalement sortir, et genre derrière, mais c'était trop stylé quand même, bah t'avais toutes ces montagnes avec tous les éléments qui se déchaînaient vers ces montagnes, et des éclairs qui allaient de par ça et là. Enfin, je sais pas comment vous vivez les orages, mais putain qu'est-ce que j'aime ça. Genre vraiment, wow, ça fait déjà 10 minutes que je parle, il faut que je m'arrête. J'adore les orages. Enfin, dans ma vie, je me suis jamais retrouvé réellement exposé au danger d'un orage, et du coup, bah, j'adore ça, j'adore l'ambiance qui s'en dégage, et là, pour le coup, c'était particulièrement singulier, étant donné le paysage qu'il y avait devant moi. Donc voilà, ça c'était pour cette première journée, où globalement, on s'est un peu reposé, et moi, je me suis posé au bord du lac, je me suis baigné, c'était juste incroyablement bien, putain, c'était trop cool. Et donc la deuxième journée, on est allé en premier, il me semble, dans une église rococo. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le style. Pourquoi je vous parle de cette église? Tout simplement parce qu'on a eu la chance d'avoir un orchestre de seniors qui répétait dans cette église, donc c'était juste génial. L'acoustique est folle dans ce genre d'endroit, et bah, en plus tu t'attends pas à avoir des gens jouer de la contrebasse, du violon, et globalement à avoir un orchestre dans une église magnifique et totalement folle. Et donc c'était juste incroyable, et on y est resté une bonne vingtaine de minutes à juste regarder les personnes jouer. Et ensuite, autre highlight de cette journée, donc on est encore le samedi, le château de Linderhof. Pour le coup, le château de Linderhof, je pense que c'est celui que j'ai peut-être préféré. Je sais pas si c'est... Ouais, je pense que c'est celui que j'ai préféré. C'est le plus petit des trois. À savoir, mon père a dit, je cite, mais c'est un pavillon. S'il te plaît, un pavillon. L'autre. Non, c'est plus petit effectivement, mais c'est totalement magnifique. Et bah, si vraiment vous allez en Bavière, je vous recommande totalement le château de Linderhof. Et encore une fois, nous on a eu beau temps, donc c'était vraiment plutôt sympa. Et c'est là notamment que j'ai acheté mon petit manuel sur la vie de Louis II. Qui m'a permis de me renseigner pour cet épisode. Et globalement, un petit mot sur Owen Shango et Eham Kimse, les deux châteaux sont chambés, et j'ai une petite préférence pour Owen Shango parce que tu as vraiment une vue de fou furieux en fait. Enfin, ça n'a aucun sens comme endroit. Tu surplombes un immense lac d'une eau très bleue, avec des montagnes de partout, la forêt qui s'étend sur les montagnes, c'est féerique, vraiment premier degré. En fait, t'as envie de rester là tellement longtemps, quoi. Enfin, ça dépend, je sais pas si vous aimez la montagne ou quoi, mais t'as vraiment envie de rester là très longtemps. Et c'était juste incroyable. Et ensuite, je vais faire très vite parce que c'est vrai que je fais que de parler, mais le château de Neuschwanstein, le lundi, c'était plutôt cool. En réalité, nous, on y allait à un moment où, en fait, le château était en restauration. Donc la visite a été très courte, et puis surtout, la visite, elle était en allemand. Le truc, c'est qu'on n'a pas trouvé de place en réservant à l'avance pour des visites en anglais ou en français. Du coup, on a eu une visite en allemand. Alors, autant te dire que la visite, elle faisait 15 minutes, bah c'était 15 minutes d'incompréhension. Vraiment, je vais pas piger un seul mot d'allemand, parce que moi j'ai fait espagnol, et tout le monde dans ma famille a fait espagnol et anglais. On n'a rien compris, on était vraiment genre... Je pense que la meuf, elle devait montrer un tableau dont on regardait le sol. Donc c'était assez spécial comme visite, et c'est pour ça que je me suis pris un petit guide de Neuschwanstein, et donc j'ai pu me renseigner un peu sur le lieu après ça. Mais c'est un peu dommage, parce que tu sais, sur le moment, t'es en mode, bah, t'es dans le lieu, t'es dans ces murs qui sont mythiques, tu vois, qui sont totalement impressionnants, t'as envie de savoir l'histoire enfin en tout cas moi j'avais envie d'avoir l'histoire qui se déroule derrière, et qui est liée à ce lieu, et malheureusement je ne l'ai pas eu sur le moment.
Et je pense que je reviendrai, par contre, parce que c'est vraiment une folie cet endroit, je pense que je reviendrai, mais dans un moment où il y a encore moins de monde, parce que je peux me le permettre, étant donné que je n'ai pas d'enfants, ni de situation qui m'en empêche, et je pense que je le referai pour vraiment prendre le temps de tourner un peu autour du château, d'aller marcher un peu peut-être dans la montagne, et d'avoir différents points de vue, parce que, en gros... Là, le seul point de vue que tu peux vraiment avoir sur le château, c'est un pont qui s'appelle le Marienbrück, je crois, qui est en gros qui a été construit à la base par la mère de Louis II et qui a ensuite été renforcé par Louis II pour en faire un pont avec une armature en fer capable de résister aux éléments, tout simplement. Et ce pont vraiment t'offre un point de vue complètement fou sur le château, mais en réalité, bah, là déjà on était dans un week-end où forcément t'avais pas énormément de monde et c'était chaud, tu vois, il y avait pas mal de monde sur le pont. Je pense qu'en été c'est un enfer. En vrai, en été ça doit être un enfer. Donc je pense que j'y retournerai quand il n'y a pas beaucoup de monde, histoire de vraiment apprécier le lieu. Et étant donné que moi j'étais avec mes parents et ma soeur, je pouvais pas non plus partir et marcher dans la montagne pendant des heures, étant donné qu'on avait encore 7 heures de route juste après. Parlons de ces 7 heures de route d'ailleurs. Ces 7 heures de route, au final, elles ont duré 10 heures. Putain, elles ont duré 10 heures, c'était super long. En fait, on s'est trompé d'itinéraire, tout simplement. On voulait pas passer par la Suisse, parce que quand tu prends l'autoroute suisse, tu dois acheter ce qui s'appelle une vignette, de ce que j'ai compris, et ça fait qu'en fait, nous, on n'a pas prévu de repasser par la Suisse dans les temps prochains, donc on n'avait pas envie d'avoir cette vignette. Donc ce qui se passe, c'est qu'on se trompe, on perd 2 heures, on arrive sur l'autoroute suisse. Donc globalement, on n'a pas pris l'autoroute suisse pour pas payer, et c'était censé nous rajouter 30 minutes de trajet. On a pris 3 heures dans les dents en tout, et au final on est arrivé vraiment au bout de 10 heures de trajet à la maison. J'ai été accueilli par mon petit chien trop mignon, et c'était la fin de ce voyage qui était totalement trop cool. Vraiment, il était incroyable, et vraiment, encore une fois, je pense que je reviendrai à cette magnifique ville d'Offen-am-See, puisque c'est vraiment un havre de paix, et putain, ouais, je me suis senti trop bien, tout simplement. Bref, voilà. Évidemment, je mettrai un timecode pour j'aurais dû le dire avant ça d'ailleurs. Mais je mettrai un timecode pour dire que là, cette partie de 20 minutes après l'épisode, c'est finalement moi qui raconte ma vie et mon voyage, pour ceux que ça intéresse pas forcément, qui restent pas 5 minutes sur l'épisode en mode mais en fait il n'apporte pas de valeur après, tu vois. En fait, c'est bizarre, parce que d'un côté, moi je sais que j'adore écouter certaines personnes que j'aime bien, tu vois, sur internet, raconter un peu leur vie, ce qui est bon, je sais pas ce qu'on peut en penser, il faudra que je me penche sur le sujet, mais tu vois, que genre, je sais pas, un mec que j'écoute pas mal, c'est Domingo par exemple, quand il raconte un peu un week-end dans tout dans le genre, je suis en mode j'écoute, je trouve ça cool, genre ça me fait un peu voyager, et c'est plutôt sympa. Donc je sais pas trop si j'ai bien raconté un peu ce voyage, et puis surtout si c'est intéressant pour vous, mais dans tous les cas, si t'as vraiment rien à faire, tu vois, si ça te plaît, c'est là, t'as 20 minutes de mon voyage. Et je vais m'arrêter là, tout simplement. J'espère encore une fois que au moins l'épisode sur l'histoire de Neuschwanstein et de Louis II de Bavière vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire s'il y a des choses que vous pouvez me conseiller, si vous avez des retours à faire, si le format vous plaît. Je suis trop content parce que j'ai eu des très bons retours sur l'épisode sur Janos Amrak et cet arnaqueur de génie qu'il était. Donc ça fait plaisir, parce que comme je le disais, c'est une histoire qui m'avait pas mal intéressé et que je trouvais assez rigolote. Et donc la partager avec vous, c'est un bonheur, surtout si c'est bien reçu. Donc il y en aura d'autres, voilà, il y aura d'autres histoires un peu dans ce genre-là, parce que c'est gagnant-gagnant. Si vous, ça vous fait kiffer, que moi ça me fait kiffer, let's go, on y va. Et sur ce, je pense qu'on va bientôt pouvoir partir, tout simplement. Et aussi, avant de partir, je voudrais encore une fois remercier toutes les personnes qui suivent cette chaîne, toutes les personnes qui étaient déjà là avant cet épisode, et puis toutes les personnes qui nous ont rejoint très récemment. Bienvenue à vous les gars, les meufs, ça me fait hyper plaisir que vous soyez là. Et puis sur ce, je pense qu'on va se dire au revoir. Merci beaucoup pour votre attention, merci de m'avoir écouté, puis on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous, c'est très important. Gros bisous.